Excellences, Monsieur l'ancien Premier ministre du Bhoutan, Madame l'ancienne présidente de la Confédération, Monsieur le conseiller d'État, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les députés au Grand Conseil, Messieurs les anciens conseillers d'État, Madame la conseillère municipale, Monsieur Pierre Rabhi, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, chers invités, chers amis, c'est pour moi un privilège de pouvoir vous accueillir ce soir dans cet auditoire du Nid du Four pour une conférence tout à fait exceptionnelle. Cette conférence est exceptionnelle à plusieurs titres. Tout d'abord par sa participation. Vous êtes ce soir, mesdames et messieurs, 1500 personnes à avoir trouvé une place dans un des 3 auditoires qui a été ouvert pour cette conférence. Celui-ci, un autre auditoire dans ce bâtiment et un autre auditoire encore dans le bâtiment d'Unibastion. Et pour les personnes qui malheureusement ne peuvent pas être avec nous ce soir, eh bien, il y aura la possibilité, dès maintenant d'ailleurs, de pouvoir suivre cette conférence en streaming. C'est une conférence aussi exceptionnelle par la présence de 2 conférenciers tout à fait exceptionnels. Et j'aimerais ici évidemment les saluer, les remercier d'avoir trouvé le temps, le chemin de venir jusqu'à nous à Genève pour partager avec nous leur vision du bonheur. Le bonheur est pour nous ce soir de vous avoir, Monsieur Rabhi et Monsieur Tinley, pour cette conférence qui va nous permettre d'aborder le bonheur national brut. On va l'aborder sous 2 angles. Tout d'abord avec vous, Monsieur le Premier ministre, ancien Premier ministre du Bhoutan, sous l'aspect de la manière de mesurer le bonheur. Et vous avez été, Monsieur le Premier ministre, innovateur. Vous avez, dans les années 1970, introduit ce concept du produit national, du bonheur national brut, qui est évidemment tout à fait particulier. Vous m'excusez, évidemment, ça c'est l'économiste qui n'a pas encore complètement changé ses concepts. Le bonheur national brut qui évidemment fait résonance au produit intérieur brut, au produit national brut. C'est aussi le plaisir d'entendre ce soir M. Rabhi, essayiste, romancier, mais aussi pionnier de l'agriculture écologique. Je le disais, M. Tinley va nous parler de la manière de mesurer ce bonheur, et puis avec M. Rabhi, on aura sans doute l'occasion de se poser la question de savoir comment y arriver et comment atteindre effectivement cet état de bonheur. Donc cette conférence est aussi exceptionnelle par le thème qui sera abordé, et la pierre angulaire de cette conférence, ce sera évidemment la notion de bonheur. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une remise en question assez fondamentale de la notion de produit intérieur brut et de produit national brut. Alors ceux qui n'auraient pas eu dans leurs études l'occasion d'évoquer ce type de concept, sachez simplement que par exemple, lorsqu'un accident se produit quelque part, eh bien cet accident va produire dans le concept de produit intérieur de la valeur. Il y aura effectivement la prise en charge de la personne qui a été blessée, la prise en charge éventuellement du véhicule qui a été endommagé, les soins de santé qui auront été octroyés à cette personne blessée. Enfin bon, vous le savez très bien, toutes ces activités qui créent du produit eh bien, ne créent pas le bonheur, et c'est, je crois, suffisant en tant que tel pour véritablement se poser la question de savoir comment l'on peut passer à cette conception du bonheur national brut. Et puis c'est aussi évidemment une thématique importante et exceptionnelle pour notre université, parce que notre université a le souci de développer effectivement pour nos étudiants ces nouvelles conceptions, ces nouvelles approches de la notion de production de valeur. Et nous le faisons en particulier, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vous me permettrez simplement d'évoquer en particulier un projet que nous venons de mettre en place sur le développement durable, un master dual qui a été effectivement mis en place très récemment avec l'université de Tsinghua en Chine, et c'est un master que l'on va étendre à toute une série d'autres universités qui aujourd'hui frappent à la porte pour pouvoir participer avec nous à ce master tout à fait particulier. Je ne vais pas être plus longtemps parce que vous êtes venus non pas pour m'écouter, mais pour écouter nos 2 conférenciers. J'aimerais simplement remercier nos partenaires dans cette aventure, dans cette organisation exceptionnelle. Tout d'abord, la Société des membres de la Légion d'honneur, et ensuite le Club diplomatique de Genève. Et j'ai le plaisir maintenant, le bonheur, je dirais, de placer la parole à M. Raymond Loreton, son président. Merci beaucoup de votre attention et très bonne soirée à vous. Merci, Monsieur le Recteur. Mesdames, Messieurs, en vos titres et fonctions, chers invités, chers conférenciers et panélistes,
que célèbre l'ONU le 20 mars depuis 2013? La Journée internationale du bonheur. Et c'est un vrai sujet, non seulement un sujet actuel, comme l'atteste l'incroyable auditoire et audience que nous avons aujourd'hui, mais aussi un sujet extrêmement grave dans un monde très désorienté par l'accélération de l'histoire. Et c'est ce qui nous a décidé, le club diplomatique, avec le soutien de la Fondation pour Genève et de généreux donateurs, de joindre nos forces avec l'université et la section suisse de la Légion d'honneur pour rendre possible cette rencontre au sommet de deux personnalités exceptionnelles. Dear Prime Minister, I got to know this innovative concept. Monsieur le Premier ministre, c'est à l'occasion d'un voyage au Bhoutan en 2008 que j'ai pris connaissance de ce concept novateur. À l'époque, vous pointiez du doigt l'économie mondiale et la crise de 2008, les accusant de cupidité insatiable et à laquelle vous opposiez le concept bhoutanais du bonheur national brut. Et vous n'êtes pas très éloigné en cela de l'approche de M. Pierre Rabhi. Pierre, vous avez une approche à la fois plus holistique et plus individuelle. Vous demandez un changement de paradigme tant au niveau institutionnel qu'au niveau personnel. Mais la question reste posée, comment, à quel rythme, avant qu'il ne soit trop tard? Répondre nos conférenciers et avant de leur passer la parole, j'aimerais que Nicolas Frison de la Motte nous dise aussi quelques mots, le président de la Légion d'honneur section suisse. Nicolas. N'ayez crainte, je serai très bref. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis. Lorsque j'ai proposé à Raymond Loretan d'inviter Jimmy Tinley et Pierre Rabhi pour parler du bonheur, il m'a tout de suite appuyé. La mise sur pied d'un tel événement implique des mois de préparation et de travail. Et je dois dire que j'ai eu grand plaisir de coopérer avec les équipes du club diplomatique, en particulier Grégory et Alizé, et de Fanen à l'université, sans parler de Caroline, la garde rapprochée de Pierre Rabhi. Je cite un peu les petites mains parce qu'on les oublie bien souvent. Enfin, un grand merci à Françoise et Guy de Maulle ainsi qu'Inès et Yves Ultramar pour leur soutien financier, sans oublier Florence Notaire. Le très grand intérêt suscité par cette conférence montre à quel point le monde qui change à la vitesse grand V cherche des nouvelles voies. Aux nouvelles générations d'inventer le futur. C'est pourquoi je suis particulièrement heureux que cette conférence ait lieu ici, au milieu des étudiants. Le bonheur des peuples, n'est-ce pas là un sujet dont l'université devrait s'emparer? Genève pourrait, en association avec le Bhoutan, devenir le fer de lance de cette démarche. Quoi qu'il en soit, c'est un vrai bonheur de voir réunis ce soir deux sages venus d'horizons différents, mais ayant un objectif commun, le bonheur des autres. Je passe la parole au maître de cérémonie, Xavier Collin. Voilà. Merci, Monsieur le Président de la Société des membres de la Légion d'honneur, section suisse. Merci, Monsieur le Président du Club diplomatique. Merci, Monsieur le Recteur, de nous accueillir au sein de cette prestigieuse université pour, j'allais dire, 45 minutes, même un peu plus de bonheur. J'aurai le plaisir d'animer cette table ronde. Je suis Xavier Collin, membre du Club diplomatique et chercheur associé au GCSP, le Centre de politique de sécurité de Genève. On a déjà parlé beaucoup de nos deux invités, Monsieur le Premier ministre, qui est donc le premier ministre élu d'un régime devenu démocratique. Je pense que le Premier ministre nous en dira quelques mots. Et puis Monsieur Pierre Rabhi, qui est intarissable. On a eu l'occasion cet après-midi de faire connaissance, notamment sur la transition énergétique. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Sur le fond, il y aura un certain nombre de questions. L'intitulé de cette conférence, c'est « Bonheur national brut, réalité ou utopie ?» D'où la question sous-jacente, est-ce vraiment une réalité là-bas et ne serait-ce qu'une utopie ici, dans nos pays? Mais on peut inverser la proposition et dire, attendez, est-ce qu'on est sûr
que là-bas, c'est une réalité, n'est-ce pas un mythe, peut-être, comme le disent certains, un leurre? Beaucoup de questions. La notion même de bonheur, le concept, avant même de s'attacher au bonheur national brut, il y a la question de savoir ce qu'est le bonheur. Après tout, c'est une qualité de type individuel. Est-ce qu'on peut la cultiver, j'allais dire, collectivement? Certains diront même autoritairement. Donc beaucoup de questions sur cette notion de bonheur. Quels sont les critères? Sur un concept plutôt subjectif, est-ce qu'on peut définir des critères objectifs? Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Est-ce que c'est le bien-être? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que ce n'est que cela? Est-ce que c'est la richesse? On rappellera que le Bhoutan, hôte d'honneur ce soir, est classé par les Nations Unies parmi les pays pauvres. Est-ce qu'on peut être heureux et développer ce concept dans un pays pauvre? Donc voilà pour le fond, plein de questions. Vous aurez la parole à la fin de ce débat. C'est un pays démocratique ici. Je ne peux pas dire que tout le monde aura la parole parce que c'est une question de temps et le bonheur est quelque chose qui se consomme mais avec modération. En revanche, on aura sur cette table ronde, au-delà de nos deux invités qui ont été largement présentés, nous avons la chance d'avoir deux éminents professeurs de l'Université de Genève qui sont des économistes, qui ont des approches différentes, mais qui, eux, s'intéressent justement à cette notion de définition du concept du bonheur brut. On aura le professeur Jaya Krishnakumar, qui est là, que je félicite d'être avec nous, et Jean-Charles Rocher. Donc voilà, pour la forme. Maintenant, tout de suite, la parole au Premier ministre du Bhoutan. Je vous en prie, the floor is yours, Mr. Prime Minister. Je rappelle que, en fait, Genève connaît déjà bien Monsieur l'ambassadeur et Monsieur le Premier ministre, puisque en 1994, vous étiez le représentant permanent de votre pays aux Nations Unies. Donc pour vous, c'est déjà un retour. Vous avez largement collaboré à cette définition du concept de bonheur national brut. Je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Premier ministre. Mesdames et messieurs, pardonnez-moi parce que je ne parle pas français. I would like to request the organizers. Je demanderai donc aux organisateurs de me procurer une oreillette pour que je puisse suivre les propos de M. Rabi lorsqu'il prendra la parole. Je vais pour ma part m'exprimer en anglais. Allow me to begin with how GNH. Permettez-moi de commencer par expliquer comment le bonheur national brut, le BNB, est devenu la grande orientation de la politique bhoutanaise. Bien avant d'arriver sur le trône, avant son 17e anniversaire en 1972, le roi Kimchi Jangtuk a entamé un cheminement de réflexion. Et à l'époque, le Bhoutan était le pays le plus pauvre sur la liste des pays de l'ONU sur la base du PIB. Et nous avons pu constater que si les Bhoutanais avaient vraiment besoin d'être tirés de cette misère matérielle, ils ne se considéraient pas pour autant comme étant vraiment pauvres. Leur force spirituelle était énorme. Ils étaient fiers de leur culture et de leur identité, sûrs du soutien de leur famille, de leur communauté, et qui vivaient en symbiose avec la nature. Lorsque le roi a expliqué qu'il souhaitait voir la nation se développer et qu'il a demandé à la population ce qu'elle attendait, la réponse typiquement était « mais nous sommes satisfaits de notre vie ». Mais la référence à Kidou et Kakim, ce qui veut dire le bonheur, était un fil conducteur récurrent. Le roi a été frappé par cette capacité de son peuple à s'adapter au manque de biens matériels et à atteindre le contentement.
Il a ainsi pu entendre le souhait non exprimé par la population, c'est-à-dire que le développement doit promouvoir le bonheur pour qu'il ait vraiment un sens. Et il a estimé qu'il était de sa responsabilité de répondre aux attentes de son peuple, et sans que la question se pose. La question à poser était pourquoi le bonheur ne serait-il pas le fil conducteur du développement du Bhoutan? L'appauvrissement spirituel, l'érosion des valeurs sont autant de coûts cachés du développement axé sur les biens matériels. Le changement pour le peuple du Bhoutan ne devait pas se faire être vu comme un échange entre le passé et l'avenir. Il ne devait pas négliger les besoins de l'esprit pour ne satisfaire que les besoins du corps. Le développement doit être global, durable, inclusif, comme aucun des paradigmes conventionnels ne l'imaginait, ne le concevait. Et c'est de là qu'est né ce concept du bonheur national brut, fondé sur la prémisse que les besoins du corps et de l'esprit sont multidimensionnels et doivent servir de paradigme à la transformation des conditions, qu'elles soient naturelles, sociales, économiques, dont la science a maintenant démontré qu'elles ont une incidence directe sur l'intégrité et le bien-être de toutes les vies des individus et du bonheur de l'être humain sur cette planète. Le bonheur national brut vise une amélioration de la qualité de vie plutôt qu'un accroissement de la quantité de biens. Il y a 4 piliers, le développement socio-économique, 2, la vitalité et la diversité culturelle, 3e, la résilience environnementale et 4e, la bonne gouvernance. La poursuite du BNA, du bonheur national brut, est maintenant fait l'objet d'un indice très complexe qui mesure les 9 éléments qui conditionnent le bien-être et le bonheur. Ce sont la santé, l'éducation, le niveau de vie, l'utilisation du temps, la diversité culturelle, la vitalité des sociétés, le bien-être psychologique, la résilience environnementale et la bonne gouvernance. Ces 33 indicateurs et 144 variables sont utilisés pour mesurer le bonheur national brut et sont calculés au niveau de l'individu, de la famille, de la communauté, du secteur et des régions. L'indice est ensuite lié à un ensemble d'outils qui permettent d'élaborer les politiques et programmes gouvernementaux. Certains disent que le BNB est simplement une volonté d'arrêter le développement. D'autres qu'il est anti-croissance et qu'il veut remplacer le PIB comme indicateur. Mais bien au contraire, en fait, il défend le progrès, le développement holistique qui s'appuie sur les choses extraordinaires que peut accomplir une société. Le BNB souhaite une croissance équilibrée de toutes les dimensions de la vie humaine, y compris la dimension économique, mais en rejetant l'idée d'une croissance sans fin, illimitée, qui partant du principe que les ressources de la planète sont infinies. Or, nous savons qu'elles sont limitées. Le BNB utilise le PIB. Il ne le rejette pas. Il l'utilise tel que l'a prévu son auteur, Simon Kuznets. Mais il ne l'utilise que pour mesurer certaines variations économiques parmi les 9 dimensions mentionnées.
Et mon pays, en fait, jusqu'ici, a réussi à mettre en équilibre la modernité avec la tradition et la croissance avec la durabilité. Notre indice était à 64%. Au départ, nous sommes à 72% maintenant. 51% du territoire est maintenant protégé. Et nous avons pu protéger la biodiversité, l'enrichir et démontrer que le développement ne se fait pas nécessairement au prix d'une dégradation écologique. Et c'est ce qui nous a donné le courage de nous engager en 2009 à Copenhague lors du sommet sur le climat à maintenir à tout jamais notre neutralité carbone. Notre société est fondée sur les valeurs bouddhistes qui continuent de nous guider dans notre volonté de modération et de jouissance de la vie. Ces manifestations ne se trouvent pas dans les musées ou des attractions pour touristes. Elles sont vécues au quotidien. Le Bhoutan, qui était le pays le plus pauvre auparavant, est devenu maintenant un pays à économie moyenne intermédiaire. Et en 2017, le Bhoutan s'est trouvé parmi les pays qui avaient obtenu les meilleurs résultats dans l'éradication de la pauvreté. Et notre PIB par habitant est le 3e après celui des Maldives et du Sri Lanka dans notre région. Et la Banque mondiale dit du Bhoutan qu'il est une des économies les plus petites, mais à la croissance la plus rapide au monde, avec une croissance de 7,5% en moyenne de 2006 à 2015. Il se compare favorablement à la moyenne globale de 4,4%. Pour la bonne gouvernance est un élément essentiel de la vision qu'avait notre jeune roi. Et c'est dans cet esprit qu'à 53 ans, il a abdiqué en faveur du monarque actuel, lequel a reçu en héritage toutes les qualités de son père et continue de diriger le royaume sans fléchir et dans le respect et l'esprit du BNB. Mais qu'en pensent les Bhoutanais, me direz-vous? Le dernier sondage, la dernière étude de 2013 montre une augmentation du taux de bonheur de plus de 8%. Et plus de 92% des habitants se disent heureux. Et ils estiment satisfaits d'avoir leurs besoins comblés dans les 9 éléments que j'ai mentionnés. Mais un peu plus de 8% disant qu'ils ne sont pas heureux, c'est important et ça montre qu'il y a encore d'importants défis à relever au Bhoutan. Sur la question de savoir si le BNB est une réalité ou une utopie, je poserai la question suivante. Qu'est-ce que l'utopie dans un monde où tous les jours le génie humain surmonte constamment les difficultés de la réalité quotidienne en se laissant porter par les ailes de l'imagination? Voyez l'état actuel du monde. Il est clair qu'il serait suicidaire que poursuivre simplement la voie du développement matérialiste serait suicidaire, que de nos jours, l'humanité utilise l'équivalent d'une planète et demie pour satisfaire ses besoins. Autre chose tout aussi perturbante, préoccupante, c'est la longue liste des autres menaces existentielles auxquelles nous devons faire face dans le monde moderne. Le changement climatique, l'inégalité croissante, les déplacements importants de population,
et les migrations transfrontalières de populations désespérées et des guerres qui pourraient à l'avenir utiliser des armes de destruction massive. L'intelligence artificielle, les robots et les espoirs perdus des jeunesses du monde entier. Et puis la course aux armements qui n'en finit plus, la course pour l'utilisation des ressources de plus en plus amoindries de notre planète. Notre civilisation n'est plus réparable. Elle a besoin d'une transformation immédiate dans l'urgence avant d'en arriver au point de non-retour. Mais ce ne sera pas possible, ça ne se fera pas si la civilisation ne redéfinit pas sa raison d'être. Ce qui déterminera la raison et le rythme de ces changements. En tant qu'être humain, nous avons besoin d'avoir une raison de survivre qui dépasse celle de l'être physique. Le besoin de bonheur, ce besoin universel de l'esprit humain a trop longtemps été ignoré, on a trop longtemps pensé que les biens matériels, la richesse apporteraient le bonheur, la satisferaient. Et seul le marché en a profité. La richesse est devenue une idole en soi. Et une autre grande erreur était l'acquisition, l'accumulation des richesses comme symbole du succès, de la réussite. Et c'est cela qui a produit ce consumérisme effréné qui nous a amenés à ce point de danger pour la planète et pour l'humanité. La priorité donnée aux biens matériels a primé sur tout, et pour que la prospérité et la santé, le bonheur puissent prospérer, ils doivent être redéfinis comme un ensemble de moyens tangibles et autres qui nous permettent d'atteindre l'objectif ultime du bonheur humain. Je vous prie de m'excuser, j'ai quelques difficultés à me lire, dit l'orateur. Et la transcendance de la race, quelle que soit la race, le sexe, l'être humain, la croyance, la seule chose qui nous unisse, c'est le désir de bonheur, et qui est valable pour tous. Et nous ne voulons plus vivre pour consommer, mais bien consommer pour vivre. Et si nous nous contentons du nécessaire, le bien-être et le contentement suivront. Ce bonheur qu'en public nous trivialisons en privé, nous le souhaitons ardemment, nous le recherchons, et il est atteignable. Et nous devons nous préoccuper du coût véritable et de la valeur véritable de ce que nous consommons et de leur utilité pour notre bonheur. C'est ce que font déjà un nombre croissant d'entreprises qui déclarent maintenant le coût réel et total de leurs biens, y compris le coût social et le coût humain, sachant que pour être éthique, il faut être responsable sur le plan sociétal et écologique. L'humanité, mesdames et messieurs, j'en suis convaincu, verra inévitablement la beauté du véritable bonheur comme un bien qui croît, plus on le partage et qui ne peut jamais être un objectif privé et égoïste. Il se nourrit de la compassion, de la générosité et de l'altruisme inhérents à tout être humain. Et
nos yeux s'ouvriront alors pour que nous constations que la Terre a encore suffisamment à nous offrir pour répondre aux besoins de tous maintenant et pour toujours. C'est alors que la vie durable commencera vraiment et que nous atteindrons la réalisation des 17 objectifs du développement durable. Alors, je ne vois pas de meilleur mélange de biens et de valeurs qui puisse définir la richesse au sens réel du terme que ces 9 dimensions du BNB que j'ai déjà mentionnées et qui couvrent déjà les 17 objectifs du développement durable et qui couvre également la liste préparée par la commission Sarkozy. Mais l'indice n'est pas encore parfait et mérite encore d'être raffiné. Le BNB, ce n'est peut-être pas encore la panacée, mais c'est un chemin utile pour arriver à la paix, à la coopération, au bien-être et au bonheur. Et donc, à la question de savoir si le bonheur, le BNB, doit rester dans le domaine de l'utopie ou si la race humaine doit transformer cette utopie en réalité, la réponse à cette question est de savoir si l'humanité pourra retrouver son esprit et sa raison pour se mettre à l'œuvre tout de suite dans l'urgence. Je crois que le cauchemar de John Stuart Mill est le pire et nous avons encore le moyen de changer le cours de l'histoire et de faire de cette planète un lieu habitable et heureux pour la postérité. Merci. 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 C'est bien. Merci, Monsieur le Premier ministre, de nous avoir éclairé sur la démarche qui a été la vôtre et celle des principaux responsables du Bhoutan, sur le fait que vous venez de dire que nous avons encore le choix. Je pense que Pierre Rabhi va revenir sur ce point. Je reste un tout petit peu perplexe sur ce sondage qui tendrait donc à démontrer que dans un pays, 91,2% des gens disent qu'ils vivent une expérience heureuse. Je ne suis pas sûr que si on posait la question ici ou dans quelques pays voisins, je suis même presque sûr que ce serait l'inversion des 8,8%. On verra. En tout cas, c'est très intéressant. Merci, Monsieur le Premier ministre. J'ajoute que Monsieur le Premier ministre n'avait pas rencontré Pierre Rabhi avant cet après-midi et que les deux hommes ont eu un grand plaisir, visiblement, à converser. J'en profite pour demander à la technique, voilà, je vois que c'est fait, pour être sûr que Monsieur le Premier ministre a bien la traduction. Pierre Rabhi, bonsoir. On dit de vous que vous êtes le sage qui murmure à l'oreille des puissants. Vous êtes surtout le sage qui est à l'écoute des jeunes. Pendant des années, on ne vous a pas écouté. Votre message n'était pas perçu ni par les médias, ni par l'opinion. Et tout d'un coup, ça s'est débloqué. Vous allez certainement nous expliquer pourquoi, en parlant de votre parcours. C'est un bonheur de vous accueillir et de vous laisser la parole, Monsieur Rabhi. Moi, j'en suis à m'interroger d'abord sur ce qu'est le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur ? Deux nations sont en conflit. L'une est victorieuse et elle va festoyer la victoire, mais elle oubliera qu'elle a commis énormément de torts aux vaincus. Donc, ce qui veut dire que le bonheur est pour moi une chose extrêmement à définir et relative, et qu'elle ne peut pas se construire en aucun cas sur la difficulté qu'on inflige à d'autres. Alors j'ai un itinéraire un petit peu curieux et qui est justement celui qui m'a amené, et j'associe évidemment ma compagne dans un projet un peu fou,
de retour à la Terre en 1961. Je suis né dans le désert du Sahara. J'ai eu un destin un peu particulier, c'est qu'à l'âge de... j'avais 4 ans quand ma mère est décédée. Nous étions dans une situation particulière où les Français étant colonie française, les Français venaient de découvrir du charbon, de la houille dans notre sous-sol. Donc ils sont arrivés pour extraire ce charbon et ça a été un bouleversement très important dans nos traditions et notre façon d'exister. C'est-à-dire le charbon a fait irruption en quelque sorte chez nous et à partir de ce moment-là, ce qui a été mis en évidence, c'est que ce combustible que nous avions sous les pieds, nous ne savions pas que nous l'avions sous les pieds. Et à la perte de ma mère, mon père, lui-même forgeron, se pose énormément de questions sur l'avenir, puisque les Français semblaient triompher, semblaient amener justement disons le concept de développement que nous ne connaissions pas. Et je suis confié à une famille de Français sans enfants pour être éduqué. C'est-à-dire mon père voulait que je sois mis à jour de l'évolution de la société. Et c'est là où j'ai commencé par vivre une situation assez particulière. C'est qu'en fait, ce que je constatais, c'est que quand je passais de ma famille musulmane, où on enseignait que Dieu est transcendant, n'a ni engendré, ni été engendré, je passais à la société chrétienne, où on disait mais si, Dieu a eu un fils unique, et donc ce fils unique, donc Dieu a engendré, alors que de l'autre côté, il n'était pas question d'engendrer. Et d'un côté, on me disait surtout ne mange pas de cochon, de porc, et ne bois surtout pas de vin. Et puis je tombe dans une famille qui me prend en charge, où ma mère était bourguignonne, et elle était capable de siffler 1 litre de vin sans aucun problème. Voilà. Et toutes ces contradictions, si vous voulez, et ces éléments contraires, m'ont enseigné dès le début que l'humanité n'était pas unique, mais qu'il y avait des traditions, qu'il y avait des coutumes, que l'histoire est faite d'un tas de conflits qui sont liés justement aux cultures et à toutes les oppositions que l'on peut avoir dans le sens de l'approche des valeurs. Alors, donc j'ai essayé de faire une espèce de synthèse des deux valeurs, et puis finalement, j'en suis arrivé à quoi? Il y a une société dite moderne qui promet tout le bonheur possible, mais que moi je considérais comme une société esclavagiste, puisque on confisquait à l'être humain son capital vie pour faire du capital financier. Et à partir de ce moment-là, le rapport à cela m'interloquait dans le sens où est-ce que nous avons aboli véritablement l'asservissement, ou est-ce que cet asservissement se poursuit, mais sous des formes de liberté. Voilà. On est libre, d'avoir un salaire, sauf que ça instaure un système carcéral où de la maternelle à l'université, vous êtes enfermé. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes. Vous voyez. Même pour s'amuser, on va en boîte, vous le savez. Comment on y va? Dans sa caisse, bien sûr. Et ensuite, vous avez la boîte à vieux, en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Et ça, c'est sur la rubrique libération et bonheur. Vous voyez, vous comprenez, libération et bonheur. Bon, c'est partant de ces constats d'asservissement humain à un système qui, en fait, l'intégrait comme ingrédient d'une logique historique, qu'il y a eu, de ma part en tout cas, une espèce de... Après avoir beaucoup consulté les philosophes, parce que je me questionnais moi-même sur... est-ce que la vie a un sens? Est-ce que moi-même, ma vie a un sens quelconque? Eh bien, j'ai fréquenté beaucoup les philosophes, en espérant que ces philosophes allaient me dire une logique quelconque, quelque chose d'acceptable. Et puis finalement, ce que je découvre, c'est que les philosophes ne s'entendent pas, et qu'il y a des philosophies. Il n'y a pas quelque chose qui fait consensus.
Et vous savez, c'est ce qui a donné le marxisme, et vous savez quel effet le marxisme a eu historiquement sur la société, et sur la société collective de l'humanité. Donc, par conséquent, qui a raison d'un philosophe ou d'un autre? Et chacun y va de sa tirade aussi sur le bonheur, mais en fait, qui a raison? Et puis finalement, je me suis arrêté au grand Socrate. Et qu'est-ce que dit le grand Socrate? Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà. Ça, c'est la vérité. Qu'est-ce que nous savons? Alors on me dit, oui, mais tu as demandé, il y a des si vous voulez, des doctrines qui disent que j'ai choisi de naître, que c'est délibéré, que j'ai choisi de rentrer dans l'histoire. Alors j'ai été bourré, alors. À quel moment est-ce que j'ai choisi quoi que ce soit? Bon, c'est tout simplement, un ovule rencontre un spermatozoïde et ça donne cette merveille. Rien de plus. Et donc, du coup, toutes ces questions, finalement, au lieu de dire, comme Socrate, bien sûr, nous savons un certain nombre de choses, mais nous ne savons pas le fondement. Alors, on cherche alors, existe-t-il une vie après la mort? Bon, il y a des doctrines qui disent, oui, il y a une continuité de la vie. Mais moi, le problème aujourd'hui, c'est est-ce qu'il existe une vie avant la mort? Et qu'est-ce que veut dire vivre, finalement? Est-ce que vivre, c'est naître et justement servir le produit national brut? Ça me fait une belle jambe de servir le produit national brut. Ça sert à quoi? Voilà. Et ça me rappelle donc toute si vous voulez, le fait que nous sommes subordonnés à des croyances, quelles qu'elles soient, de toute façon, et que ces croyances déterminent notre organisation sociale planétaire, et cette organisation sociale planétaire, elle est conflictuelle. Pourquoi elle est conflictuelle? Parce que les idées ne sont pas communes, il n'y a pas de convergence des idées, il y a des philosophies, il y a des religions, Je ne fais pas la critique des choix humains, c'est-à-dire le choix humain, chacun est libre de choisir, mais le constat que je fais, c'est qu'aujourd'hui, nous arrivons dans une société où les budgets consacrés aux armements et à la destruction sont considérables par rapport au budget qu'il faudrait consacrer à l'écologie, à la vie, etc. Et du coup, même le petit être humain rentre dans une logique dans laquelle il est endoctriné. Depuis tout petit, on lui dit voilà le bien, voilà le mal, etc. Et cet enfant, innocent, est préparé insidieusement à servir cette logique-là, et nous sommes enlisés dans cette logique-là, puisque malgré alors d'un côté, il y a une humanité qui est dans la surabondance et qui consomme divertissement, je ne suis pas contre en plus, anxiolytique, etc. On fuit de toutes les manières une réalité qu'on a du mal à assumer. Et puis, quelquefois, je vais dans des pays j'ai beaucoup travaillé sur les pays africains, etc. Et on rentre dans un village et les gens sont rayonnants. Et ces gens-là, vous en prenez 100 et vous leur dites d'amener leurs économies. Si vous collectez 200 à 300 euros, ça serait déjà un miracle. Et c'est pas ça. Ils répondent à leurs nécessités, à leurs besoins, d'une façon directe, ce que toujours l'humanité a fait depuis les origines. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui les a appauvris et qu'est-ce qui a contribué à la famine, notamment dans certains secteurs? C'est que ces paysans qui travaillaient pour se nourrir, répondre à leurs besoins légitimes de chaque jour, ils avaient les femmes notamment que j'ai énormément admirées, dont j'ai admiré un courage absolument incroyable, savent tisser, ils savent construire leur maison, elle est ce qu'elle est, mais enfin c'est leur maison, c'est leur abri. Et puis, ils ne se privent pas de moments de convivialité, de solidarité entre eux. Les vieilles personnes sont prises en charge par le groupe social. Et donc, c'est une organisation qui est parfaitement humaine, si vous voulez. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, bien entendu. Ça n'empêche pas les querelles, ça n'empêche pas que je le répète,
beaucoup réagi à la subordination de la femme, mais cette subordination de la femme, elle est planétaire. C'est le masculin qui a pris le dessus, surtout. Et quand on parle notamment de la doctrine qui a partagé le monde musulman, le monde chrétien et le monde hébraïque, ben c'est le Dieu unique. Et le Dieu unique. Et puis, disons, toute la Bible débute par une faute. La faute de qui? De Ève. Parce qu'elle a croqué la pomme, vous comprenez. Et à partir du moment où elle a croqué la pomme, elle a foutu le bazar. Voilà. Et puis tout, donc déjà une prédisposition intellectuelle d'endoctrinement à une logique sans logique. Moi, je ne vois pas pourquoi Dieu ne serait pas aussi féminin, masculin. Et donc, ce déséquilibre-là, on a construit une histoire, et cette histoire, eh bien, ce qu'on nous apprenait à l'école, vous savez, d'ailleurs, j'avais du mal à retenir toutes les dates de victoire, d'un tel, la guerre de trucs, la victoire de machin, etc. Et toute l'histoire humaine, on a exalté la férocité de l'homme contre l'humain. Et ça, on s'en est pas libéré. C'est encore aujourd'hui. Alors, comment, en fait, construire le bonheur dans une société qui a donné à l'antagonisme et à la rivalité les pleins pouvoirs, qui a donné à la technologie les pleins pouvoirs, qui dénature de plus en plus, bientôt plus de baleines, plus d'éléphants, et donc où la planète a été perçue non pas comme une magnifique oasis dans laquelle on a tout pour y vivre dans le bonheur, totalement heureux. Eh bien, on a fait de cette oasis une horreur, un champ de bataille, un champ d'épuisement, de pollution, de dégradation, etc. C'est-à-dire que le bonheur escompté, on ne fait que le repousser, on ne fait que l'annuler par nos comportements irresponsables. Et alors, on est dans cette vanité. Vous voyez, vous connaissez la petite histoire du pêcheur qui, un jour, il y a un pêcheur qui est en train de, comment dire, il a fini son boulot, il est là, tranquille, etc. Il fait sécher ses filets. Un monsieur très sérieux passe, lui dit au pêcheur, monsieur, la barque là-bas, elle est à vous? Il dit oui, elle est à bien. Oh, mais elle est petite. Et vous pourriez en avoir une plus grande quand même. Et après? Après, il va de soi que vous allez pêcher plus de poissons. Et après? Après, vous allez pêcher tellement de poissons que vous allez acheter un petit bateau. Voilà, vous allez embaucher des gens. Et après? Et après, vous savez, vous pouvez même acheter un plus grand bateau. Et après, vous vous reposerez. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà. C'est très... Parce que finalement, quand on essaye de s'expliquer le phénomène humain en tant que phénomène, c'est-à-dire 2 minutes sur 24 heures de la création de la... On se dit, mais quoi? La planète n'a pas eu besoin de nous. La seule chose que j'ai admis, et j'ai écrit un poème comme ça, un peu délirant sur cette question-là, c'est que la planète, elle s'est construite, elle est devenue magnifique. C'est une oasis absolument extraordinaire dans un espace sidéral infini. Et puis un jour, elle dit, bon, d'accord, je suis belle, etc., mais à quoi ça sert? Si je n'ai personne pour m'admirer, ou alors je fais, si vous voulez, du narcissisme. On peut, moi, quand je me prépare et que je me regarde dans la glace, je m'émerveille, ça c'est sûr. Je me dis, qu'est-ce que je suis beau. Et c'est même trop, quoi. Vous voyez, c'est pas... Et donc j'imagine la planète se disant, mais d'accord, je suis belle, je suis passée par des phases difficiles, des éruptions volcaniques, des choses compliquées, etc., qui m'ont convulsé, etc. Et puis maintenant, ça va bien, mais si je n'ai personne pour m'admirer, j'aurais fait tout ça pour rien. Voilà. Alors quand on transpose à la réalité humaine, moi j'ai travaillé, je suis né dans le désert, la modification de notre système d'existence a été
fait par la houille que les Français ont découvert chez nous, puisqu'on était colonisé par la France. Et la houille, l'émergence de la houille a bouleversé complètement notre système traditionnel, qui était organisé sur les pasteurs et les quelques fellahs, les agriculteurs, et les pasteurs et les agriculteurs, plus les artisans et tout ça, ça constituait une sorte de système de vie conviviale où il y avait une interdépendance de tous les individus. Cette interdépendance produisait de la solidarité, et cette solidarité produisait une logique humaine. Elle est ce qu'elle est. Sauf que à partir du moment où on est rentré dans l'ère industrielle, comme vous le savez, est-ce qu'on dit pétrolitique? Est-ce que ça existe, ça? Je ne sais pas si ça existe, pétrolitique. On est dans le pétrolitique, vous voyez. Et donc, à partir du moment où on a exhumé cette matière souterraine qui était stockée depuis des millénaires, elle a chamboulé tous les systèmes. Et donc, à partir de ce moment-là, on est dans quelque chose, et en plus, l'introduction, si vous voulez, de l'être humain en tant que promoteur d'un développement, lequel développement mal défini n'aboutit forcément pas au bonheur. Et le bonheur, eh bien, il est, je veux dire, quand il y a des conflits, et qu'il y a des batailles, etc., eh bien, ceux qui ont la victoire, ils vont être en liesse. Mais ceux qui ont échoué, ils vont être dans le malheur. C'est-à-dire qu'on va être heureux du malheur des autres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, un bonheur, est-ce qu'un bonheur doit être au détriment d'eux? Est-ce que le bonheur doit produire quelque chose qui ne serait pas le bonheur? Ou est-ce que le bonheur est à retrouver dans ce qu'on pourrait appeler l'unicité humaine? Et aujourd'hui, malheureusement, eh bien, vous avez à peu près 1/5 de la population planétaire qui consomme les 4/5 des ressources. Ce qui fait que d'un côté, il y a les excès, les déchets et la surconsommation, qui d'ailleurs ne produit pas que du bon, puisque on est dans cette surconsommation, les choses perdent leur valeur. Et de l'autre côté, ben, comme je l'ai vu, des enfants qui agonisent tout doucement parce qu'il n'y a même pas un bol de riz. Donc, est-ce que nous pouvons concevoir un bonheur qui se circonscrirait simplement sur la logique qui prévaut aujourd'hui, la logique dominante, mais est-ce qu'il n'y a pas à mettre tout cela dans la générosité et le partage? Et la générosité, c'est pas seulement consacré à une catégorie humaine, mais généralisée. Moi, je me suis impliqué, évidemment, je ne serais certainement pas là à parler si je ne m'étais pas impliqué concrètement dans un certain nombre d'actions, de réalisation de structures, etc. Et l'une des priorités qui m'a paru être absolument un facteur de bonheur, c'est l'alimentation humaine. Et on a affaire à des zones, par exemple, comme le Sahel et certaines zones de l'Afrique. Eh bien, vous avez le Sahara qui avance et vous avez la forêt tropicale d'abord maigre qui recule et un phénomène de désertification. Et dans ce phénomène de désertification, il y a du malheur, de la famine, etc. Et quand on a examiné la situation, on a dit mais il faut que les gens arrivent à se nourrir. Et ils n'arrivaient plus à se nourrir. Pourquoi? Parce qu'on a introduit la question du gain financier. C'est-à-dire que ces paysans qui répondaient à leurs besoins alimentaires par eux-mêmes, avec leurs troupeaux, avec leur savoir et leur savoir-faire, on leur a dit, mais mon pauvre, jamais tu ne vas t'en sortir, il faut maintenant rentrer dans ce qu'on appelle l'économie mondiale. Et comment ils sont rentrés dans l'économie mondiale? On leur a dit, mais produis du coton. Mais tu vas produire du coton, tu vas produire des arachides, tu vas, selon les pays, etc., et tu vas produire, et tu vas livrer ça au marché. Et c'est comme ça qu'on a amorcé la dégradation. Mais tu vas cultiver, non pas selon la tradition, tu vas cultiver parce qu'il y a des substances, des engrais, des choses comme ça. Si tu achètes les engrais, etc., tu verras, la production va être énorme. Et le paysan, il dit, bon, moi, je n'ai pas de quoi acheter ces engrais. Je ne l'ai pas. Ça n'est pas grave, on t'avance les engrais, évidemment, à charge pour toi,
que quand tu as récolté, tu amènes la récolte, la coopérative va gérer cela, elle va te payer ce qui te revient, déduction faite de l'avance qu'on t'a fait sur le... Ça, c'est du concret, c'est pas des théories, c'est des choses que j'ai... Et c'est comme ça que certains villages, certains se sont tellement appauvris par une dette qu'ils ne pouvaient jamais combler, dont ils ne pouvaient jamais se libérer, que beaucoup de pays, de villages, etc., sont rentrés dans cet endettement chronique, irréversible. Alors, qu'est-ce qu'un père dit à son fils? Mais mon vieux, ne reste pas là. Il faut que tu partes en ville. Les villes grossissent. Et les villes grossissent, et ça entraîne quoi? Ben, ça entraîne une demande extrêmement importante en combustible, donc déforestation. On multiplie les troupeaux. Les troupeaux rentrent dans le système de dégradation. L'espace se désertifie. Il y a de moins en moins d'arbres parce que des charrettes en permanence livrent aux urbains le combustible dont ils ont besoin et qu'ils sont aussi en nombre. Et voilà ce phénomène de désertification. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus, dans cette désertification, la surface du sol se clarifie de plus en plus, elle devient de plus en plus claire. Et devenant de plus en plus claire, il se passe un phénomène, c'est qu'il n'y a plus de condensation. Il n'y a plus la condensation. La condensation n'étant plus là, les pluies se raréfient et la famine augmente. Et quand les pluies reviennent, eh bien, elles tombent tellement violemment sur ces sols dénudés que les sols, l'eau qui devrait être bénéfique à la terre, devient maléfique à la terre parce que ça accélère les processus d'émigration de la terre par l'érosion. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Et bien voilà comment on crée pas du bonheur là. On est en train de créer du malheur, un véritable malheur on contribue à la création du malheur en pensant qu'on est en train de créer du bonheur. Et ça, c'est ces réalités qui amènent à la famine et des êtres humains qui n'ont pas un bol de riz à donner à leurs enfants. Comment voulez-vous qu'ils soient heureux? Et après, on s'aperçoit que dans les pays du Nord, non seulement on se nourrit, c'est pas forcément équitable, mais quand même, les pays du Nord, ils se nourrissent, ils ont à manger, ils sont bien vêtus, ils ont des toits sur leur tête, ils sont soignés, etc. C'est-à-dire qu'ils bénéficient de tous les avantages qui sont reliés à cette notion de bonheur, et les autres n'ont pas tout cela. Mais qui paye aussi? C'est aussi les biens, les ressources du Sud qui alimentent le Nord. Et ensuite, vous avez aussi la colonisation qui est très importante. Aujourd'hui, il y a quelques malheureux qui voudraient bien se mettre à l'abri des bombes, etc. On dit c'est des émigrés. Mais l'Europe a immigré partout. Et ce n'était pas pour dire aidez-nous. C'était pour dire vous dégagez. Il y a des millions de peaux rouges qui ont été liquidés, etc., etc. Je ne suis pas là. Je suis toujours embarrassé parce qu'en tant qu'Africain, on peut m'accuser de faire le procès de l'Europe. Mais je me sens tout aussi européen, puisque je suis investi de la culture européenne. J'ai beaucoup lu le monde européen, j'aime la culture européenne, j'aime tout cela. Je ne suis pas en train de faire un procès qui serait inéquitable entre le Nord et le Sud. C'est simplement pour dire le bonheur, si on le mesure simplement à l'aune de ce que nous avons défini nous-mêmes comme étant le bonheur, on oublie complètement que 30% de la production dite pour le bonheur du Nord, c'est du déchet. Et de l'autre côté, il y a une planète qui comporte des êtres humains, malheureusement, dans la détresse. Et le problème, c'est que l'Europe, ou l'Occident, parce que j'inclus évidemment les États-Unis, etc., et que la culture occidentale, en quelque sorte, s'est imposée comme la culture, et qu'il fallait que tout le monde s'y adapte. Mais ça, c'est commencé en Europe même. En Europe, les voyageurs du XVIIe siècle vous disaient
XVIe siècle, quand on circulait en Europe, eh bien, il y avait toutes sortes de cultures. C'était des tribus, c'était des gens qui avaient une langue particulière, leur patois, qu'ils avaient leurs coutumes, leurs costumes, leur façon de vivre, et ils avaient développé leur survie sur des principes culturels très importants. C'est pas que le... Et ensuite, cette éradication des multitudes, de la multiplicité des cultures et de la diversité culturelle est passée sous le joug d'une dictature radicale qui s'impose à l'ensemble de la planète en partant de l'Europe. Moi, j'ai du mal à parler de la guerre de 14 comme une guerre. Pour moi, c'est un génocide organisé. Et ces paysans, on les a tellement endoctrinés qu'ils sont partis la fleur au fusil pour en découdre avec. Et la destruction d'Européens entre eux n'est quand même pas un exemple très louable, qu'on le veuille ou non. Donc, du coup, comment faire qu'une culture puisse aller vers indoctriner les autres à la suivre quand elle-même, elle est à réfléchir. Et aujourd'hui, nous arrivons à une situation d'impasse, puisque le modèle qui était prometteur du bonheur, le bonheur n'est pas là, puisque la consommation et de divertissement et d'anxiolytiques, etc., est en train de monter. Le bonheur n'étant pas là, c'est un système qui n'est pas généralisable, parce que si on le généralise, jamais la planète pourra suffire à répondre à tous les caprices de milliards d'individus, que quand on dit que nous sommes trop nombreux sur la planète, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est pas parce que nous sommes nombreux qu'il y a des difficultés, c'est parce qu'il y a une défaillance du partage, et il y a une défaillance par rapport à la modération qu'il faut inclure dans notre comportement. Je ne sais pas si vous le savez ou vous ne le savez pas, eh bien en 2002, on m'a poussé à me présenter aux élections présidentielle française. Voilà. Donc ça m'est tombé sur la tête, mais je me dis, mais vous êtes fous, qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans l'élection? Moi, entrer dans la bataille électorale, je ne vois pas, etc. Mais si, il faut y aller. Bon, je dis, oui, mais quoi faire? Alors on a établi ce qu'on appelle un 4 pages pour nous exprimer, et dans ces 4 pages, eh bien, on a mis féminin au cœur du changement, équilibre féminin-masculin. Bien sûr, l'écologie, l'éducation des enfants. Au lieu de les éduquer dans la compétitivité, il faut leur apprendre dès maintenant à être solidaires. Et quand ils vont grandir, ça va faire des êtres solidaires et non pas des êtres antagonistes. Et ça a été évidemment les utopies, parce qu'il y a plein d'utopies aujourd'hui, ce qu'on appelle les utopies, c'est-à-dire quelque chose qui sort du cadre du cadre qu'on appelle ordinaire ou conventionnel des choses pour tenter autre chose. Et aujourd'hui, c'est plein d'utopies en Europe en particulier, de gens qui décident de se nourrir autrement, de se vêtir autrement, etc., etc. Et puis, quand on a fait bien sûr, le féminin au cœur du changement, quand on a fait notre 4 pages, etc., il fallait procéder à la quête des signatures. Vous savez qu'en France, je ne sais pas si ça se fait en Suisse, mais en tout cas en France, on va chercher les signatures. Et puis, on s'est lancé en disant, mais si on arrive à avoir compte tenu de notre programme, si nous arrivons à avoir 3 signatures de 3 maires en état d'ébriété, ce sera pas mal. Voilà. Grande surprise, on frôle les 200 signatures sur quelque chose qui n'est pas un programme politique en disant on fait ci, on fait ça, mais sur une proposition justement d'un bonheur à partir de l'humanisation. Et cette humanisation qui doit détruire, hominisation, qui doit en quelque sorte éradiquer l'humanitaire. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On pille tout, on met les gens dans des difficultés, et ensuite, comme on est généreux, on vient avec des sacs de riz pour les secourir. Et tout ça est très déséquilibré. On accepte des chefs d'État qui sont complètement immoraux, qui maltraitent leur peuple, qui pillent leur pays, etc. Mais ça nous arrange. Parce que s'ils étaient honnêtes, ben, on serait bien enquiquinés. Et comme ils sont malhonnêtes et qu'ils vendent, et ils appauvrissent leur pays, et ils créent du malheur, c'est plus du bonheur, de la famine, de
de l'indigence de toutes sortes. Et tout ça fait partie de quelque chose qui est intégré dans la pensée générale et normalisé. C'est ça qui est terrible, c'est que c'est normalisé. Nous avons lancé une série de carnets sur ce qu'on appelle des carnets d'alerte, d'une façon synthétique pour expliquer pourquoi la famine dans le monde, pourquoi la disparition, par exemple, des graines. Vous savez qu'il y a une catastrophe qui passe par-dessus la tête de l'opinion, c'est qu'aujourd'hui, le monde est en train de s'appauvrir des semences millénaires qui ont été transmises de génération en génération, des semences qui étaient la vie, porteurs de la vie. Eh bien, 75% ont disparu. C'est-à-dire que nous allons de plus en plus vers les OGM, il y a des stratégies mondiales qui sont des stratégies criminelles où on impose à l'humanité notamment des semences non reproductibles parce qu'il faut vendre. Et les semences reproductibles, libres, qui sont transmises de génération en génération sans aucun problème, on les élimine. Et toute si vous voulez, toute la logique ou la logistique planétaire aujourd'hui repose sur le fait qu'il faut absolument le triomphe du profit. Et c'est le profit qui est l'élément majeur qui conduit l'humanité d'aujourd'hui. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas... Il y avait une petite anecdote comme ça. D'abord, il y avait un vieillard que je me rappelle dans un village. Le vieillard, il regardait un match de foot. Vieillard africain, et puis il dit, mais pourquoi ils se disputent? Pourquoi ne pas leur donner chacun un ballon, et puis ils vont se calmer? Vous n'avez pas du tout compris le système. Et donc aujourd'hui nous arrivons à une situation d'impasse. Qu'on le veuille ou non, nous sommes dans une impasse. Une impasse de quoi? Une impasse de sens. Et si nous continuons à maintenir le système tel qu'il est, c'est-à-dire la prédation légalisée, le prélèvement illicite légalisé, nous préparons les générations futures à un véritable désastre. Donc c'est la raison pour laquelle nous ne nous contentons pas de parler, nous créons des structures. Vous pouvez aller sur Terre et Humanisme. On vient de fonder un centre de formation à l'agriculture écologique au Maroc. On a différentes structures. Vous allez sur nos structures, vous verrez que nous ne faisons pas que parler, puisque nous proposons des alternatives. Et ces alternatives, aujourd'hui, il n'y a pas que nous qui les avons, elles existent. Ce que je veux dire par là, c'est que la mutation vers une société plus généreuse, mais moins dissipatrice, moins gaspilleuse, eh ben, c'est celle-là qui va produire du bonheur. Puisque nous n'arrivons pas par la surabondance à produire du bonheur, puisqu'on produit de la tristesse, on produit de la consommation de toutes sortes de substances qui nous aident, qui nous donnent l'illusion que nous sommes heureux, parce que c'est de la joie. C'est même pas de la joie, parce que la joie est d'une autre nature, mais c'est une espèce de bonheur factice dans lequel nous sommes, sans tous les apports extérieurs pour entretenir ce pseudo-bonheur. Je crois que ce serait l'effondrement. Et donc, je vais m'arrêter. Oui. Oui. On voudrait bien arrêter voilà. Toutes les horloges. Est-ce que vous accepteriez de venir avec nous pour continuer le débat? Vous n'aviez qu'à pas me donner la parole. C'est formidable. Je vous avais dit qu'il était intarissable. Oui. Je vais m'arrêter. Merci. Heureusement que vous n'avez pas été élu président. Ça aurait été plus long. Je vous garantis 2 minutes, mais c'est très important parce que c'est ce qui donne aussi sens à ce que j'essaye de dire. Nous sommes installés en Ardèche du Sud. Nous avons une ferme. Nous l'avons voulu. Et voilà, nous vivons sur cette ferme. Et il se trouve qu'un jour, on avait besoin de bois parce qu'on n'avait pas d'électricité, etc. On avait une petite forêt et on coupait le bois pour nous chauffer. Un ami vient m'aider. Cet ami vient m'aider parce qu'on n'avait pas de tronçonneuse, etc. Et puis on travaille toute la journée. À la fin de la journée, nous sommes contents du résultat. Et puis je regarde le panorama d'un coucher de soleil, mais
extraordinairement beau avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et il se trouve que sur ce panorama se découpait, puisque c'était en plein hiver, un arbre qui faisait dentelle. Et ça ajoutait une beauté extraordinaire. J'étais comme ça, extasié devant cette beauté extraordinaire. Je veux partager mon bonheur avec mon ami qui était venu m'aider. Et je lui dis, regarde, regarde. Il me dit, il y a au moins 10 stères. Merci, merci, merci. Merci, M. Rabi. Merci, merci. Asseyez-vous, je vous en prie. Voilà, merci. Merci encore, Pierre Rabhi. On va demander au Premier ministre ce qu'il pense de tout ce que vous avez dit. Vous avez aussi parlé non seulement de bonheur, de la définition de ce qui pourrait être le bonheur, mais vous avez introduit cette notion de malheur, presque de malheur national brut dans certaines circonstances. Je vais demander maintenant à nos deux amis professeurs de l'Université de Genève de nous rejoindre, donc Jaya Krishnakumar et Jean-Charles Rocher. Venez nous rejoindre. Je disais tout à l'heure que vous êtes deux spécialistes de l'économie, de l'économétrie, et puis vous avez... Même si les approches sont différentes, je vous en prie, madame, venez à ma droite, et monsieur là-bas, on va vous donner aussi, voilà, tout cela. Et je voudrais avoir votre avis à l'un et à l'autre sur ce qu'on a entendu. Au fond, ça n'est pas contradictoire, sauf peut-être sur un point, et j'ai besoin que vous nous éclairiez à ce sujet, c'est que d'après le Premier ministre, quelque part, cette notion de bonheur national brut est de nature à entraîner la croissance, et puis finalement, M. Rabi a l'air de dire, mais non, ce n'est pas forcément compatible. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette définition du bonheur sur laquelle vous travaillez beaucoup ici au sein de l'université? Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais remercier de m'avoir invité à participer dans cette table ronde. Et bon, une première réaction à chaud sur les deux interventions dont on ne connaissait pas le contenu, il faut quand même que je le dise. En fait, pour la plupart, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, et c'est d'ailleurs un de mes domaines de recherche récemment, ça fait quelques années que je travaille là-dessus. En fait, le bonheur, est-ce que je parlerai plutôt de bien-être que de bonheur? Peut-être qu'on y reviendra sur l'éventuelle différence subtile, mais le bien-être humain, c'est pas... Je pense que la plupart d'entre nous, et tout le monde sera d'accord que le bien-être humain, c'est qu'il faut avoir une vision multidimensionnelle de ce bien-être, et que la période ou l'époque où on disait que le revenu par tête était une bonne mesure du bien-être est dépassée. Et je crois que ça, c'est le cas pour quasiment tout le monde maintenant, que si on pose la question, est-ce que l'argent fait le bonheur? Je pense que la plupart d'entre nous, sinon tout le monde va dire non. Mais la question devient plus complexe si on se pose la question, qu'est-ce qui fait le bonheur? Quels sont les éléments constitutifs du bonheur? Et là, on commencera à avoir des réponses variées sur qu'est-ce qui est le bonheur pour moi, qu'est-ce qui est le bonheur pour vous, qu'est-ce qui est le bonheur pour... Est-ce que là, on peut avoir des critères relativement objectifs? Alors là, c'est ça qu'on devrait à ce moment-là avoir, plutôt essayer de faire un éventail de ce qui peut construire le bonheur ou contribuer au bonheur, et essayer de couvrir un large éventail de domaines. Et ce qui fait d'ailleurs le bonheur national brut, c'est d'avoir les éléments objectifs, parce que je pense qu'il faut quand même garder les éléments objectifs, et comme les deux intervenants ont bien expliqué, je pense que la richesse matérielle, dans une certaine mesure, devrait y figurer. Ce n'est pas pour nier la croissance économique, mais aussi ajouter les dimensions sociales, culturelles, spirituelles, même politiques, tout ce qu'on veut, environnementales évidemment, tous les éléments qui devraient être d'égale importance, sinon peut-être plus, et puis peut-être qu'on peut en parler de la pondération des différentes choses, et c'est là que va être la vision de chacun. Alors donc quelques-uns, donc je vais juste peut-être ajouter un point avant de vous redonner la parole, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on dit qu'est-ce qui est le bonheur, il peut y avoir des éléments objectifs et les éléments subjectifs. Les éléments objectifs, c'est tout à fait le fait d'être en bonne santé, le fait d'être éduqué, le fait d'avoir en sécurité, tout ça, d'avoir de la nature autour de soi, etc. Ça fait des éléments objectifs, mais après, il peut y avoir des éléments subjectifs. Est-ce que je me sens heureuse avec tout ça? Qu'est-ce qui me rend heureuse ou heureux? Et c'est là, je pense qu'il faut faire attention à donner beaucoup de poids, ou alors il faut les traiter avec caution,
ces éléments subjectifs, parce que je vous donne un tout petit exemple. Deux individus peuvent vivre dans des mêmes conditions, puis un peut être très heureux, un autre peut être très malheureux, ou pas très heureux. Parce que c'est une démarche personnelle, ça et ça n'a rien de une collectif, c'est bien ça le problème. Non, c'est-à-dire, il y a un extrême où on peut dire, on laisse chaque individu définir ce que c'est son bonheur. Il y a l'autre extrême, on laisse décider par un État ou un planeur social qui va dire, voilà ce que c'est le bonheur pour vous, qui est peut-être d'autant plus facile que si c'est une société un peu monoculturelle, si vous voulez. Dans une société multiculturelle, ça va être difficile. Ou alors, au milieu, on dit, on va avoir un débat consensuel, démocratique, pour décider qu'est-ce qui nous fait le bonheur. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les éléments subjectifs, il faut faire attention que... parce que si on ne fait pas, on les prend pas avec précaution, on pourra être amené à augmenter le bien-être de ceux qui se plaignent tout le temps, par exemple. Et peut-être je voudrais demander diminuer... au professeur Roche, qui a beaucoup travaillé sur la question aussi, sur des caractères peut-être plus économiques, mais vous avez travaillé beaucoup aussi sur la notion d'altruisme, hein, c'est-à-dire que la position dominante, la pensée dominante économique, c'est qu'on est assez égoïste, on pense à son bien-être, et vous, dans vos travaux, vous dites ça n'est pas tout à fait le cas. Donc est-ce que la voie du bonheur, c'est ça, c'est peut-être cette voie d'altruisme sur laquelle vous travaillez ? Tout à fait. Alors tout d'abord, c'est très intimidant de parler après deux orateurs exceptionnels. Mais c'est un bonheur aussi. Hein, mais c'est un bonheur. Et les réflexions que m'amènent leurs exposés, c'est précisément qu'il nous faut renouveler le modèle économique traditionnel qui est bien triste puisqu'il suppose que nous sommes égoïstes et que nous cherchons uniquement à maximiser notre satisfaction personnelle. Eh bien, ce n'est pas vrai. Et des travaux récents ont montré que l'altruisme est assez fréquent et qu'il ne demande qu'à être cultivé, à être développé par l'éducation. Et c'est pour ça que je suis très très sensible aux deux exposés qui nous ont montré qu'on peut changer les choses. Et je voudrais donner une illustration de comment l'altruisme peut changer les choses. Nous travaillons avec mon équipe au lien entre l'altruisme intergénérationnel et le problème du réchauffement climatique. C'est un problème que posent les économistes traditionnels, c'est-à-dire la taxe carbone ou bien le marché des droits à polluer. Ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas ? Eh bien parce que le problème du réchauffement climatique, ça n'est pas la pollution d'une rivière dans laquelle il suffirait de faire payer le pollueur pour compenser les dommages aux pollués. Là, nous sommes en train de créer des dommages irréversibles pour les générations futures. Et nous ne pouvons pas compenser les générations futures. Et nos hommes politiques et nos femmes politiques, ils sentent bien qu'ils doivent représenter les intérêts de leurs électeurs. Et si ces électeurs ne se préoccupent pas des générations futures, eh bien les politiciens ne vont pas mettre en place de véritables solutions. Et donc je pense que la seule façon de résoudre en profondeur le problème du réchauffement climatique, c'est de susciter par l'éducation, par les relations sociales, l'altruisme intergénérationnel, et c'est tout à fait en phase avec les deux exposés. Et ça, c'est une réalité, ça n'est pas, à votre avis, une utopie de mobiliser à la fois cette génération et éventuellement les hommes politiques? C'est peut-être une utopie, mais c'est la seule solution pour nous en sortir. Pierre Rabhi, vous avez entendu le Premier ministre prononcer ce plaidoyer pour cette notion de bonheur national brut, avec cette implication aussi sur l'économie. Vous partagez cette vision, c'est-à-dire qu'en étant heureux, on fait progresser l'économie d'un pays, la croissance. Vous avez suffisamment écrit et parlé sur la nécessité de la décroissance. Alors, quelle est la finalité du bonheur, effectivement ? La décroissance, j'avais proposé ça au moment parce que c'était l'histoire de Reagan qui disait « mais la croissance, on ne va jamais s'en sortir, donc il faut rentrer en décroissance ». Et ça a été l'une des grandes thématiques de ma campagne électorale. Voilà. Et du coup, c'était... Avec le succès qu'on connaît. Oui. Enfin, c'était compris ou pas compris. Ensuite, je me suis dit, est-ce qu'on reste dans simplement des éléments de type factuel ou on sort de ces éléments factuels pour introduire autre chose ? Eh bien, j'ai été amené à écrire vers la sobriété heureuse. C'est-à-dire sobriété heureuse. Mais sobriété, ça ne veut pas dire serrer la ceinture, se mortifier. C'est pas du tout ça. C'est de dire, mais nous sommes dans l'excès sans être heureux.
D'autre part, cette outrance consommatrice consomme l'être humain lui-même. Aujourd'hui, alors on invente des machines pour que ces machines nous aident, mais on devrait pratiquement travailler 3 heures par jour avec les équipements que nous avons. C'est tout, pas plus que ça. Ce sont les machines qui seront heureuses. Alors, mais quand vous dites sobriété, oui. Vous comprenez que ça a quand même une connotation de privation. Et donc, est-ce que c'est quelque chose qui peut bien passer? Non, c'est pas comme ça que c'est passé. La preuve, alors je ne fais aucune vanité. Je l'ai proposé, les éditions Actes Sud m'ont dit que c'était quelque chose qu'il fallait classer comme une sorte de thèse, c'est-à-dire un essai. On m'a dit les essais, en général, c'est 3000 exemplaires, 4000, c'est un succès fou. J'en suis à 350, 320 000 ou 350 000. Ça veut dire quoi? Ça signifie que les gens ont ressenti ce besoin de sortir d'une servitude qui serait la servitude de la productivité censée amener du bonheur, mais qui en fait aliène l'être humain. Donc ce qui fait que il a fallu mettre sobriété, mais la contrepartie, c'est la joie. C'est la joie de vivre. À quoi ça sert d'être dans la surabondance sans joie? Et ça parle aux gens. Et la preuve, c'est-à-dire le nombre d'exemplaires qui étaient vendus, les organisations, parce que vous savez que nous sommes à l'origine du mouvement Colibri. Vous connaissez le mouvement Colibri, c'est-à-dire... Je fais ma part. Voilà, il y a l'incendie, la légende dit qu'il y a un incendie, tous les animaux atterrés voient l'incendie, sont impuissants, le petit colibri va prendre quelques gouttes d'eau, il jette sur le feu, il s'active, et puis le tatou qui le regarde depuis un moment, il dit « Mais colibri, mais ça va pas, c'est pas avec tes quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri le regarde droit et lui dit « Je le sais, mais je fais ma part. » Voilà. Bravo. Voilà. Bravo. Je vais demander... Et c'est à partir de là que le mouvement Colibri a pris beaucoup d'ampleur. Oui. Si je suis autorisé encore, je ne sais pas, je ne veux pas... Il a pris du retard? Comment? Il a pris du retard, c'est ce que vous dites? Ce mouvement Colibri? Non, il a pris de l'ampleur. Ah, de l'ampleur, pardon. Oui. Deuxième utopie. Oui. Nous sommes dans une voie de désertification sociale. Oui. C'est-à-dire que l'individu se trouve de plus en plus seul face à son destin. S'il perd son boulot, il est quasiment foutu. Il y a des dispositifs, évidemment, des États qui le soutiennent, en tout cas en France. Et j'ai dit, mais nous allons vers une société sans salariat, parce que le salariat va s'arrêter. Et bien, constituons tout de suite des oasis de vie. Et rassemblons, que les gens se rassemblent et, mutualisent leur savoir-faire. Ben, j'ai eu la joie quand même que ma propre fille a créé une oasis qui s'appelle le Hameau des Buis, que vous pouvez vous renseigner. Ben, qu'est-ce que le Hameau des Buis? Ce sont des gens qui sont venus de tous horizons. Ils ont reconstitué un système social collectif qui permet finalement les échanges de compétences. Vous savez faire quelque chose que je ne sais pas faire, vous me le faites, et inversement. Il y a une école et un collège, et cette société oasis, dans un désert social, je crois que c'est quelque chose qu'il faudra multiplier, parce qu'à l'avenir, je ne vois pas trop quelle solution. Alors, sur ce concept de sobriété heureuse, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais l'heure tourne, comme on l'a dit, nous sommes déjà largement au-delà des limites, mais chose promise, chose due, nous avions dit que des questions pourraient être posées à nos 4 intervenants. Donc, je vais vous demander de lever la main. C'est un tout petit peu difficile parce que les projecteurs sont tellement puissants qu'on a du mal à vous distinguer. Donc, je regarde, levez la main. Qui posera la première question? Monsieur, là, qui est là au 3e, 4e rang, on va vous donner un micro. Attendez une toute petite seconde. Et on va vous donner la parole. Je vous en prie. Thank you very much. I will speak in English. Merci. Je vais m'exprimer en anglais parce que ma question s'adresse à Monsieur Stanley. Ma question est très simple, en fait. Quel système politique et économique faudrait-il avoir pour atteindre le BNB maximal dans une société multireligieuse et multiculturelle?
juste, équitable et durable. Voilà le type de système économique et politique qu'il faut mettre en place pour promouvoir le bonheur. Mais si vous me permettez de revenir un peu à ce qui a été dit concernant la définition du bonheur et peut-être pour réagir également à ce que Pierre Rabhi a dit. Je dois commencer par dire que je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'a dit M. Rabhi et que j'ai la plus grande admiration pour lui, que je comprends pourquoi il est si admiré, parce que son honnêteté, son courage dans sa description du monde des sociétés européennes actuelles qui sont responsables de tant d'inégalités et de ces systèmes économiques destructeurs dans lesquels nous vivons. Je suis d'accord pour dire qu'aucun pays, aucun système politique, aucun dirigeant n'a le droit de définir, de donner sa définition du bonheur et de l'imposer ensuite à la population en les obligeant à respecter des diktats économiques qui, en réalité, n'ont pour but que de satisfaire les intérêts, de répondre aux intérêts des dirigeants et non des peuples. Je suis d'accord aussi avec les solutions que vous avez proposées, y compris celles qui figurent dans votre manifeste. Je regrette vraiment que vous ne soyez pas devenu président. J'espère que ça arrivera un jour. En tout cas, vous pouvez compter sur ma voix. Sur la question du bien-être, comme objectif à viser plutôt que le bonheur. Alors, les mots peuvent varier, ainsi que les états physiques, émotionnels, spirituels qui sont associés à la définition du bonheur. Le bien-être, sous l'angle du bonheur national brut, et dans la perspective qui a été la mienne dans ma présentation, eh bien, le bien-être est multidimensionnel. Quand une personne ou une société atteint un état de bien-être, c'est parce que de très nombreuses conditions ont été réunies pour répondre aux besoins de cet individu ou de cette société. J'ai défini le bien-être, d'autres l'ont fait, en définissant ces 9 conditions du bien-être. Et je pense qu'il faut aussi accepter la définition de la richesse sociétale comme élément du bonheur. Le bien-être, ce n'est pas le bonheur, c'est une des conditions nécessaires à la réalisation de cet état suprême qu'est le bonheur. On demande pourquoi le Bhoutan a-t-il créé ce terme de bonheur national brut et non pas contentement national brut ou satisfaction nationale brute, par exemple. Parce que le contentement, la satisfaction, c'est un état d'esprit, mais un état d'esprit passif. On peut être dans le contentement des pays, des différences, des inégalités, des injustices. Le fait que le monde aille à grande vitesse vers le précipice n'empêchera pas un individu d'être dans un état d'esprit de contentement à titre individuel. Mais le bonheur, c'est un état actif qui vient d'une force intérieure de compassion, d'altruisme dont M. Rocher a parlé. Le bonheur naît de cette force intérieure qui vous donne l'humilité de reconnaître que le soi, le moi n'est pas si important, qu'il n'est utile que s'il permet de contribuer à la création de bonheur de la société. Parce qu'il est tard, merci.
Alors, d'autres questions? Ah oui, mais c'est très bien, il y a beaucoup de questions. Je prends le premier rang, là. Oh, c'est difficile à voir. I appreciate everything that is said. Merci tout ce qui est dit. Urge of a question. Monsieur le Premier ministre, j'ai une question que je ne peux m'empêcher de poser. Pourquoi faut-il 9 règles d'or? À quoi cela sert-il si on ne peut pas les imposer? Combien de siècles faudra-t-il pour que le monde atteigne à la sagesse? Alors, que fait-on devant un problème d'une telle ampleur? Les 9 dimensions que j'ai évoquées, qui sont les éléments du bonheur, ce ne sont pas des règles, ce ne sont pas des commandements imposés. Les 9 dimensions, ce sont ces conditions dont nous estimons intuitivement, et d'ailleurs les sciences, l'économie commencent à le démontrer également, donc ces conditions qui sont nécessaires pour que l'individu puisse atteindre au bonheur. Et on ne peut pas dire que c'est une affaire strictement individuelle. C'est une erreur. Lorsque j'ai été élu Premier ministre, j'ai estimé avoir été élu pour servir le peuple. Comment? En répondant à ses intérêts, ses aspirations. Et mon roi, dans ses contacts avec la population, a pu le confirmer chaque jour, voir que la grande aspiration de chacun au quotidien, pas seulement au Bhoutan, mais dans le monde entier, c'est le bonheur, d'arriver au bonheur. Et les exemples, les preuves empiriques montrent que pour pouvoir espérer atteindre le bonheur, un certain nombre de choses doivent être réunies. L'individu doit pouvoir s'appuyer sur des services sociaux, l'éducation, la santé, un état de droit, l'égalité, la justice, la liberté, le droit, l'autodétermination individuelle, le droit de dire à la personne qu'il a élue ce qu'il attend d'elle. Donc, ces 9 domaines, ces 9 éléments sont les conditions qui permettent aux citoyens de continuer la recherche du bonheur. Et cela permet aux citoyens de demander des comptes au gouvernement en disant « Voilà les 9 conditions indispensables à mon bien-être et à mon bonheur. » Or, vous n'avez pas répondu à ces besoins. Vous n'avez pas construit les routes dont j'ai besoin. Vous ne m'avez pas donné les droits et libertés dont j'ai besoin. Où sont les soins de santé? Pourquoi est-ce que ma femme n'a pas pu avoir les soins dont elle aurait eu besoin et qui auraient pu la sauver? Pourquoi est-ce que tout cela n'a pas été disponible? Donc, le BNB nous permet de dire que la société, le gouvernement a des comptes à rendre s'il ne crée pas les conditions qui permettront aux citoyens d'être heureux. La parole, je vois tout au fond, presque au dernier rang, tout là-haut à gauche, je vous en prie. Merci beaucoup. Je voulais d'abord, en toute inobjectivité, remercier et dire ma fierté que la professeure Jaya est une féministe hindoue et que c'est elle qui diffuse ces idées et cette haute moralité à la London School of Economics ou ici. Faites gaffe, bientôt c'est de la graine de prix Nobel, mais je ne veux pas vexer son collègue Jean-Charles Rochet. Il y a Pierre Rabhi, juste une remarque. Ce que vous avez dit, c'est une histoire vraie de 1937. C'est un chef des îles sous le vent traditionnel élu
qui est venu en Allemagne et qui a raconté qu'effectivement, il voyait des gens qui avaient des pots sur les pieds, les souliers, et ils vivaient dans les boîtes, faisaient les enfants dans les boîtes, roulaient dans les boîtes et finissaient dans les boîtes. Mais ma question délicate, Your Excellency, you have been in charge with... Excellence, vous avez travaillé au sein des Nations Unies et vous connaissez donc le dossier. Où sont la générosité et le bonheur au Bhoutan C'est une question très sensible, effectivement délicate, et je vous remercie de l'avoir posée. Nous devons demander un monde où chacun puisse s'exprimer, exprimer son point de vue librement. Et il faut que les personnes de pouvoir, d'influence, puissent accepter les questions qui sont posées et apporter des réponses. Pour ce qui est de la situation au Bhoutan, le Bhoutan a connu les mêmes genres de problèmes que connaît l'Europe actuellement. Ces mouvements migratoires, qui ont posé des problèmes, conduit à des situations honteuses. Comme M. Pierre Rabhi a dit, vous savez, les gens viennent chercher refuge. Ils ont besoin de soutien, d'être accueillis, or ils sont refoulés. Et bien souvent, nous savons qu'ils vont mourir en mer et ils vont mourir noyés. Des milliers de personnes sont mortes dans cette recherche de la sécurité. Et dans un lieu qu'ils voient comme un lieu de refuge, l'Europe de l'Ouest. Eh bien, au Bhoutan, le Bhoutan, comme beaucoup de pays en développement, est aussi un pays d'origine et de destination des migrations. Le Bhoutan a aussi été le pays de destination pour de nombreux migrants venus d'un pays voisin. Et à une époque, ils étaient si nombreux qu'ils étaient presque au même niveau que la population locale. Et pour assurer notre sécurité, nous avons été obligés d'imposer des lois et des règlements du type que tout pays est libre et est en droit d'adopter pour assurer sa protection. Le Bhoutan a toujours accueilli des réfugiés du Népal, du Tibet et même de l'Inde et d'autres régions. Aujourd'hui, au Bhoutan, la proportion de Népalais qui sont venus par les voies légales, qui ont un permis de résidence et qui jouissent des mêmes droits que les autres. Donc cette proportion est de 25%. Lorsque j'étais Premier ministre, 25% des députés au Parlement étaient d'origine népalaise. 25% des ministres de mon Conseil des ministres étaient des Népalais. Et le vice-président du Parlement était aussi d'origine népalaise. Le secteur privé est en grande partie dominé par des Népalais également. Pas forcément d'accord avec vous sur la position, effectivement, de certaines ethnies qui n'ont pas toujours été bien accueillies. Mais c'est un autre débat, on pourrait l'avoir. Mesdames, Messieurs, ça fait bientôt 2 heures que nous sommes ensemble. Nous avons largement dépassé le temps qui nous était imparti. Nous sommes dans une université où la parole est libre, mais de toute façon, il y a quand même certaines limites. Je voudrais remercier avec vous, je pense que vous serez d'accord, nos 4 intervenants. Merci. Je voudrais aussi remercier les 3 entités qui nous ont permis d'organiser ce débat extrêmement intéressant, tout à l'honneur de cette notion de bonheur. Et puis je voudrais vous remercier, vous-même, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, d'avoir
prêté attention à tout ce qui a été dit ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous et à toutes.